sur la 2 vous est offert par 1xBet. Attention, c'est Pipette, c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la zone de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Tout le monde a une chance. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Africa. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Coupe sur la 2. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes à la veille des quarts de finale, du moins des 2 premiers matchs de ces quarts. Demain à Douala et à Garoua au Houndé Adja Stadium. Comme je vous le disais, il y a quelques jours, on aura l'opportunité de débriefer sur cette phase de la compétition qui s'est achevée
Et comme chaque soir, je suis bien accompagnée. J'ai mon équipe au complet avec l'attaque, la défense. Et moi, je reste dans les goals. D'abord, celui qui nous vient de loin. Il a fait le déplacement pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Soumaré, consultant de sport. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cathy et bonsoir aux téléspectateurs du Canal 2. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. La dernière fois qu'on a eu à partager un plateau comme celui-ci, c'était lors du CHAN. On a passé de bons moments et c'est avec plaisir qu'on vous accueille une fois de plus sur les antennes de Canal 2 International. Le plaisir est partagé. Alors je l'ai dit, vous nous venez du Mali avec une grosse expérience comme ça. Vous êtes une véritable bibliothèque du sport africain et malheureusement vous êtes venu pour suivre la compétition mais aussi pour suivre une équipe, celle du Mali qui n'a pas pu avoir son ticket pour les quarts de finale. Effectivement, le Mali est éliminé. C'est la loi du sport, il faut un vainqueur et un vaincu. Sportivement, on va suivre le reste de la compétition. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir pour la suite. Alors, à côté de vous, un invité tout aussi spécial, Yvan Ongo. On s'accorde à dire, quand je dis on, c'est le public et les professionnels des médias, que c'est le meilleur de sa génération en termes de commentaires de sport. Et justement, le commentaire, il en a fait son affaire dès le début de cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le site de Limbé pour la télévision nationale CRTV. Yvan Ongo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci Aimé Catherine, merci aussi à vos nombreux téléspectateurs. Je suis très honoré d'être là, très content d'être là. Et je précise, il est également le chef de chaîne de Radio Sport Info. Alors, comment ça s'est passé, la Coupe d'Afrique des Nations, sur votre média? C'est pas encore terminé, mais déjà les débuts, comment c'était? Ça, on a un média qui a 8 ans et qui a pour objectif justement couvrir le sport. C'est notre sujet principal, notre ligne éditoriale. Donc on est très très content, très excité déjà au départ. Je pense qu'avec les équipes, on fait tout pour que sur nos ondes, on ne puisse rien manquer de tout ce qu'il y a autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un moment assez particulier pour nous. Donc on est vraiment fiers. Je ne vais pas faire de bilan ici, mais je peux dire que voilà, les auditeurs sont assez satisfaits. C'est pour eux qu'on fait ce travail-là. Et voilà, on prend du plaisir. On ne réalise pas encore, on fera le bilan après. Mais c'est un vrai plaisir et un honneur de couvrir cette CAN à la maison. Alors en tant que commentateur, est-ce que c'est la fin, puisque vous étiez centré sur le site de Limbé, vous allez commenter d'autres matchs ou c'était vos derniers matchs, la rencontre entre le Mali et la Guinée équatoriale? Déjà j'étais pour le site de Limbé exactement. Donc après, je ne sais pas si les patrons voudront que je commente encore. Un autre match, mais voilà, je suis disponible. Mais pour l'instant, oui, c'était le site de Libé, parce que normalement, dans le schéma tracé au départ, chaque site était censé avoir ses commentateurs et puis avoir aussi ses commentateurs radio, commentateurs télé. Donc on attend, voilà, si on nous affecte à Yaoundé, on y sera, mais pour l'instant, voilà, on a terminé à Limé. C'était aussi un grand challenge d'être de ce côté-là, et les choses se sont merveilleusement bien passées. Je pense qu'on a eu l'une des meilleures poules avec le Mali justement, qui a produit, on entrera dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais vraiment, c'était une poule assez rythmée. Et voilà, elle a fait vibrer la ville de Libé et Boya aussi, puisque les sites d'entraînement étaient de ce côté-là. Mais voilà, le public a répondu présent quasiment à chaque match. On avait un stade archi-plein. Donc de là, je peux dire que oui, c'était une très très belle compétition de ce côté-là. Alors je vous demanderai dans quelques instants quelle a été la rencontre que vous avez le plus pris plaisir à commenter juste avant la fin de ce programme. Et messieurs, ne soyez pas jaloux, lui c'est mon attaquant préféré, toujours à mes côtés, Yves Chamadeu, le consultant maison de Canal 2 International. Il est partout, il est au stade de Japoma, il est prêt à se déplacer pour le Roum des Adjar, il va aller à Olembe ou au stade Amadou Ahidjo, il est sur tous les plateaux. Yves Chamadeu, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir Yvan, bonsoir Mohamed et bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent. Alors, on va dans le vif du sujet. On va s'intéresser à ces nations, elles qui ont réussi un pari incroyable pour la plupart, moins surprenant pour d'autres. Voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Excusez-moi, messieurs, mais pays organisateurs oblige. On commence par le Cameroun et je compte sur la réalisation pour nous envoyer cette belle image du Cameroun qualifié pour les quarts de finale. Les huitièmes, c'était face
aux Comores. Un match qui s'est soldé par un score de 2-1. L'équipe du Cameroun, c'est donc 9 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 défaite. Le Cameroun en quart de finale. Je fais un peu ma loterie. Yves Tiamadeu, votre commentaire sur cette équipe en 30 secondes. Je pense que c'était prévisible de voir quand même le Cameroun arriver jusqu'à ce niveau et voir même plus. Ça va, le fait clair aujourd'hui, c'est de remporter ce titre. Et avant la compétition, le Cameroun faisait quand même partie des pays favoris et capable d'aller chercher ce titre. Bien avant la compétition, maintenant, la compétition a débuté, on a vu quand même un Cameroun qui avait certaines faiblesses, certaines faiblesses dans le jeu. La preuve, on est tous satisfaits de ces résultats, mais dans le contenu, on a eu à dire beaucoup de choses sur ces plateaux. Et maintenant, on verra bien si demain ça va être rectifié, mais de toute façon, pour moi, je ne suis pas surpris de voir le Cameroun là. Je ne serais pas surpris de voir le Cameroun encore un peu plus loin, parce que l'objectif, c'est la finale, c'est le titre. C'est le titre, et le staff ou encore les joueurs sont conscients de tout ça. Alors Mohamed, un commentaire en 30 secondes sur le Cameroun. Oui, le Cameroun, depuis le sac de 84 à Abidjan, le Cameroun fait partie des favoris naturels de la CAN. Donc là, c'est pas étonnant de voir le Cameroun à ce stade de la compétition, même si dans le jeu, là, le public est resté sur sa faim et même nous sommes restés sur notre faim. Je pense que, comme le disait un entraîneur, mieux vaut mal jouer et gagner que de bien jouer et perdre. Donc là, l'objectif, c'est de gagner. Ils ont gagné et félicitations Lyon. Yvan Ango, le commentaire sur l'équipe du Cameroun. Je pense que c'est pour moi l'une des équipes les plus homogènes. Peut-être je vais me faire tirer dessus, mais je pense que à tous les secteurs de jeu, quand même, le Cameroun a un joueur qui est capable de faire des différences. Vous voyez, sur la colonne vertébrale de l'équipe, et ça, c'est important dans une équipe. C'est-à-dire que des joueurs ne vont pas vous faire des superbes matchs sur toute la compétition, mais vous avez des joueurs qui seront décisifs quand il faudra. Quand il faudra faire un arrêt décisif, je pense qu'André Onana sera capable de le faire. Au milieu de terrain, quand il faudra sortir le match de l'excellence, le match qui peut sauver le Cameroun, je pense que Franck Zambanguissa le fera. Bakar a montré qu'il sait marquer des buts. Et je pense que si on regarde dans toutes les équipes qui sont dans ces quarts de finale, on va s'apercevoir que le Cameroun a ce petit truc-là que peut-être les autres n'ont pas. Il y a en plus des Hemley du Cameroun. On peut aller très très loin. Allez, on parle à présent du Burkina Faso qui, pour se retrouver en quart de finale, a battu au tir au but l'équipe gabonaise. Alors le Burkina Faso, c'est 4 buts marqués, 4 buts encaissés, une défaite pendant la phase de groupe. Mohamed, un commentaire sur le Burkina Faso qui fait partie des 3 représentants de l'Afrique de l'Ouest dans cette compétition, des 3 représentants restants. Effectivement, le Burkina Faso, au vu de la production contre le Gabon aussi, ne nous a pas convaincus dans le jeu. Bon, après, on a eu des informations venant du groupe où au sein du groupe, il y a quelques remous, il y a des problèmes de leadership et des querelles de clocher. Donc là, ça joue forcément. C'est vrai, Bertrand a raté ce penalty. Et sur le penalty, sur l'action du penalty, vous voyez, c'est Edmond Tapsoba qui prend la balle. Or, il avait été dit que c'était Dayo qui était le tireur, ensuite Bertrand et après Edmond Tapsoba. Dayo s'étant blessé durant l'échauffement, normalement c'est Bertrand qui devait le prendre et il a arraché la balle aux mains de Tapsoba. Donc ça montre un peu l'ambiance dans le groupe. Une ambiance assez tendue. Assez tendue et le manque de sérénité, notamment sur l'égalisation gabonaise. Personne n'a vu Ekwele Manga venir de derrière pour se matcher la balle. Donc, heureusement, il s'en tire à bon compte avec cette séance des tirs au but. Maintenant, on va leur souhaiter bonne chance et surtout qu'ils améliorent encore le jeu et que les tensions s'apaisent au sein des étalons. Yvan Ango, vous avez vécu de près cette qualification du Burkina Faso. Une équipe comme celle-là, est-ce que vous la voyez atteindre les quarts de finale de cette compétition? Ce sera difficile. Pour le Burkina, ce sera très difficile parce que c'est une équipe qui, à mon sens, a ce petit manque-là, surtout au niveau défensif, parce que ils ont beau ouvrir la marque très souvent. Derrière, ça flanche un petit peu. Ce sont des erreurs justement de jeunesse parce que c'est un groupe aussi jeune, faut le rappeler. C'est un groupe où il y a comme capitaine Bertrand Traoré qui lui-même est un jeune, c'est pas un joueur pétri d'expérience africaine, même s'il a énormément de sélections, mais c'est un joueur qui a encore besoin d'emmagasiner de l'expérience, un peu comme toute cette équipe-là qui est en reconstruction aujourd'hui. Donc c'est une formation burkinabé qui a beaucoup de talent, mais qui manque un peu de cette expérience. Il s'en est fallu peu pour que le Gabon se qualifie, et pourtant en première période, les 30 premières minutes, je peux vous dire que le Burkina Faso avait haut la main
voilà l'avantage. Mais en seconde période, tétanisés, ils ont pris un but sur égalisation, ils ont failli perdre. Donc, pour moi, c'est une équipe qui manque de sérénité. Et voilà, on va parler à présent de la Gambie. La Gambie qui a été sans aucun doute la grosse surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai encore le souvenir, Yves Tchama, de l'arrivée de la Gambie ici par l'aéroport de Douala pour rejoindre justement sa poule, et les supporters qui disaient c'est un moment historique pour nous, cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'important pour nous, c'est de venir participer. Et cette participation, justement, a abouti sur un ticket en quart de finale. Hicham 2, la Gambie, on ne l'a pas vu venir. Je pense que c'est clairement la surprise du chef de ces quarts de finale, de ce top 8. Quand vous imaginez que la Gambie fait partie des 8 meilleures nations du football factuellement parlant, c'est-à-dire en 2022, en cette CAN, on se pose bien les questions et on comprend tout simplement que voilà, le football se joue partout et ce nivellement de valeur existe réellement. Vous savez, pour la petite histoire, la Gambie est la seule nation à ce niveau de la compétition qui est passée par le premier tour des qualifications de la CAN. C'est-à-dire que, comme on dit en Ligue des Champions, les préliminaires, ils sont passés d'abord par là, en gagnant le Djibouti, avant d'arriver en phase de poule des éliminations. Et ils seront présents lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Vous étiez d'ailleurs au tirage récemment. Donc vous comprenez bien que c'est un pays qui est encore en deçà en termes d'échelle de valeur, qui est, son coach l'a dit dans la conférence de presse, au ranking FIFA 140e mondial. Donc c'est une nation qui a surpris tout le monde. Personne ne la voyait venir. Mais c'était sans avoir peut-être mieux étudié l'équipe pendant les éliminatoires. Il faut rappeler qu'Amsen Fitch a fait un travail profond, il est là depuis 2018. Cette équipe gambienne, l'équipe gambienne a fini 3e de la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans en Mauritanie récemment. Donc il y a un football, il y a une construction quand même du football là-bas. Et quand ils sont venus à la CAN, ils venaient apprendre. Mais dans l'apprentissage, il y avait une ADN dans le jeu. La preuve, l'équipe de Gambie aujourd'hui est l'une des rares équipes à apporter de l'activité quand elle joue. Quand l'équipe de Gambie joue, il y a de l'activité, il y a de l'intensité. Et vous, ton adversaire, vous n'avez pas, il n'y a pas de temps de repli. Regardez un peu le match face au Mali. Regardez l'adversité. Quand on connaît que l'équipe malienne, elle-même, elle est joueuse. Vous voyez un tout petit peu comment la Gambie a apporté du répondant. Donc c'est une équipe joueuse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il va falloir faire très attention, même si on s'appelle Cameroun, en jouant contre l'équipe gambienne. Parce que où elle est là, on peut dire que c'est le bonus. Le petit Fadia est atteint. Mais dans ce bonus, beaucoup de choses peuvent encore se faire parce que, comme je l'ai dit, dans son ADN, il y a un style de jeu qui peut permettre à cette équipe gambienne de poser toutes les difficultés à toute équipe dans cette compétition. Alors, sans m'en rendre compte, je viens de faire un alignement des équipes représentantes de l'Afrique de l'Ouest. On est passé par le Burkina, la Gambie, et forcément, c'est pas ces nations-là qu'on s'attendait à voir à ce niveau de la compétition pour représenter l'Afrique de l'Ouest. Avant le début de l'émission, on se disait ça allait être la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal qui reste encore en compétition, mais qui, depuis le début, a quand même soulevé de nombreuses inquiétudes, Mohamed. Alors, le Sénégal a battu le Cap-Vert 2-0. Un match qui a été un peu compliqué pour l'équipe capverdienne. Et voilà, 0 but encaissé, 0 défaite. Le Sénégal, en sa phase de groupe, a eu beaucoup de périodes d'inquiétude. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, surtout au niveau du Sénégal. Mohamed, est-ce que cette équipe sénégalaise vous a en effet inquiété? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Sadio Mané et ses amis n'atteignent pas les quarts de finale avec le jeu qui a été produit du côté de Bafoussam? Depuis la CAN 2019, le Sénégal a un jeu qui ne convainc pas. C'est vrai, il gagne, mais là, dans le contenu, on ne voit pas assez le Sénégal. Et là, lors du premier tour, marquer un but, c'est l'une des rares équipes, d'ailleurs sinon la seule, à se qualifier avec un seul but durant la phase de poule. Donc vous voyez quel but sur pénalty dans les arrêts de jeu suite à l'inexpérience des Zimbabwéens. Donc là, il y avait vraiment de l'inquiétude au niveau du jeu. Jusqu'à présent, il y a de l'inquiétude au niveau du jeu du Sénégal. Et contre le Cap-Vert, il a fallu que le Cap-Vert soit en infériorité numérique pour que le Sénégal prenne l'ascendant. Donc là, il va falloir que le Sénégal, lors des quarts de finale, convainque réellement ses supporters et aussi Aliou Cissé change le fusil d'épaule parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est là. Il est là depuis 2015 à la tête de cette équipe
Et là, le jeu n'est pas assez varié, donc ça commence à grogner du côté de Dakar. Peut-être ils ont gardé les buts pour le second tour. Ça, on espère une transformation parce que pour l'instant, après ces 4 matchs, et donc 3 buts inscrits pour cette équipe du Sénégal. Et comme pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord également, j'ai fait un alignement. C'était pas voulu du tout. À présent, on parle du Maroc qui, pour se qualifier pour ces quarts de finale, est venu à bout du Malawi 2-0. Le petit jeu, les jeux à une touche de balle pour faire endormir l'adversaire. Et lorsqu'elle n'est pas en forme, il y a ce bloc bas qui est là, ce bloc compact qui empêche l'adversaire de marquer. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a joué en un moment, mais les Égyptiens étaient en place, ils n'ont pas paniqué et ils ressortaient par contre. Ils ont, sur les contres du moins, et là, ils avaient la possibilité de marquer. Donc je pense que l'Égypte aussi, à l'instar du Maroc, est un candidat sérieux au titre au vu du football pratiqué. Mais puisque les deux nations se rencontrent, il va falloir que l'une reste à quai. C'est vrai qu'avec l'équipe égyptienne, comme Mohamed l'a dit, c'est-à-dire que quand elle est fébrile, elle se base sur sa défense qui assure. Mais elle est quand même moins forte que les équipes de cela, il y a de cela 5-6 ans, en 2010. est moins fort en ce moment. Il y a moins de joueurs de bonne qualité. Alors, 3e représentant de ces pays de l'Afrique du Nord, comme on les appelle, la Tunisie, qui a battu le Nigeria. C'était quand même la surprise de ces 8e de finale. La Tunisie, c'est donc 5 buts marqués, 2 buts encaissés pour 2 défaites. On en parlait avant le début de l'émission. La Tunisie, c'est cette équipe qu'on ne voit pas venir, mais qui finalement se retrouve toujours en bonne position dans les étapes de la Coupe d'Afrique des Nations. Yvan Go. Ouais, c'est une équipe qui a un potentiel offensif assez impressionnant. Wahbi Khazri, oui. Msekne, oui. Mais il y a de très très bons milieux de terrain que j'ai découvert d'ailleurs avec des Tunisiens. Slimane, qui est Fliti. Il est énorme. Slimane, qui est au milieu de terrain, qui est un joueur, oh là là, qui n'a pas joué le premier match, mais je l'ai découvert au 2e match quand il était en difficulté. C'est un joueur terrible. Surtout Sliti aussi, qui apporte un bon pendant avec Khazri. C'est des joueurs très très techniques et qui sont capables de vous filer 4-5 buts sans aucun problème. C'est Jaziri aussi. C'est des gens qui offensivement on porte l'équipe. Parce que je pense que si on va sur le point de vue défensif, elle est moins forte que les autres. Mais la force en fait de cette formation tunisienne, c'est qu'elle peut marquer beaucoup de buts. Elle est capable de marquer beaucoup de buts. C'est d'ailleurs une des équipes qui s'est procuré le plus d'occasions durant la phase de poule. Elle tire en moyenne 13 fois par match. C'est vraiment incroyable. Donc pour moi, c'est une équipe que j'aime voir jouer. Après, je suis pas sûr qu'elle va gagner le titre. Mais je pense qu'elle va nous mettre des buts. Elle va mettre des buts parce qu'elle sait le faire. Elle joue pour l'offensive et voilà. Espérons que ce soit le spectacle total parce qu'avec eux, au moins, on est sûr de ça. Et c'est justement à ce niveau qu'elle a pris le dessus sur l'équipe nigériane. Parce que le niveau s'est fait sur 2 prises, à mon sens, tactiquement et techniquement. La technique collective a été supérieure par rapport à celle du Nigeria. Et tactiquement, elle s'est très bien positionnée pour contrer des joueurs comme Moses et le reste. L'Égypte croisera le fer avec le Maroc et le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale. Voilà nos belles affiches de ces quarts de finale. Alors nous, messieurs, on va s'intéresser justement aux affiches de demain, les 2 rencontres, à commencer par cette confrontation entre la Gambie et le Cameroun. Alors pour en parler, avant d'en parler plus tôt, je vais vous proposer d'écouter cet extrait de Tom Stanfield, le sélectionneur de l'équipe gambienne. C'est en conférence d'avant-match, ici au stade de Japoma. Il était environ 16h30 quand il s'est présenté à cette conférence de presse. Et je vous fais le commentaire juste après de l'analyse commune des journalistes. On l'écoute. Ici, pour la première fois, nous sommes 150 au FIFA Ranking et nous sommes très petits. Et c'est clair, c'est vrai, c'est la raison. On doit jouer aussi pour le CAN 2023 la pré-qualification. Rien n'est changé de ça. Et on ne sait pas quelles sont notre limites. Mais un CAN avec l'équipe, maintenant je vais dire c'est pas. On a préparé l'équipe pour le meilleur, pour le plus haut. Dans le premier tour, avant chaque match,
les joueurs ont vu une vidéo de motivation. Le premier match, c'est la victoire du Danemark dans l'Euro de 92. C'est un grand surprise. Avant le match contre Mali, on a vu la vidéo du Grèce être champion de 2004. Un grand surprise. Avant le match contre Tunisie, on a vu la vidéo du Zambie 2012. Un grand surprise. On a préparé les joueurs. Peut-être on peut faire quelque chose de spécial aussi ici. Maintenant, nous sommes au quart final. On a aussi créé des vidéos de notre équipe, mais seulement pour donner des exemples. Maintenant, nous sommes au quart final. C'est fantastique. Mais quand tu es au quart final, tu veux aller au demi-finale. C'est clair. Mais on sait que Cameroun, c'est une équipe très forte. Mais il y a 40 000 personnes supportées pour Cameroun. Ça ne va pas être facile, mais on n'a pas peur. On a joué contre de bonnes équipes dans ce tournoi, seulement de bonnes équipes. Et on va préparer demain, on va faire tout. Quand ça ne passe pas, c'est notre dernier match demain, ok. On a fait un très bon tournoi. On a donc quelque chose dans ce cadre spécial. Mais comme Abdel a dit, nous voulons rester ici. Ce n'est pas le temps pour rentrer à la maison pour le moment. Demain, on va faire tout pour rester jusqu'à la fin. Bon, c'est une question, je comprends. Naturellement, demain, c'est 80% sûr que Cameroun va gagner. 80% sûr. 100% sûr que c'est 80% sûr. Mais il y a 20% qu'on peut gagner. Il y a plusieurs fois que tout le monde a pensé que l'autre équipe va gagner et Cameroun est le favori. Quand Cameroun ne gagne pas demain, ça va être catastrophique. Je le sais. Cameroun a une équipe fantastique. Chaque joueur dans l'équipe de Cameroun est un grand joueur, très fort, très bon technique, très grande vitesse. Le système est bon, il crée beaucoup d'occasions, il crée beaucoup de buts. Ça va être très très difficile. Mais quand je dis maintenant, nous sommes contents avec quand on perd, ça passe normal. C'est un peu de match fixing après. Non, on est ici pour faire tout pour gagner ce match, mais nous sommes aussi réalistes qu'il y a seulement une petite chance. Mais contre Mauritanie, on a dit les mêmes. Contre Tunisie, on a dit les mêmes. Et contre la Guinée, on a dit aussi les mêmes. On n'a pas joué Comores, on n'a pas joué Éthiopie, on n'a pas joué... Donc, c'était la sortie de Tom Stamfit, le sélectionneur de l'équipe gambienne. Et il y a eu d'autres propos que je vais qualifier de dithyrambiques à l'endroit de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit 99% parfait. Mot pour mot, il a dit. Les téléspectateurs auront l'occasion de voir l'intégralité de cette conférence de presse sur Canal 2 Foot et sur Canal 2 International après ce programme. Alors, on a eu un coach qui, selon moi, Yves Tchamadeu, peut-être tu me contrediras, mais tous les deux, on était à cette conférence de presse, et qui joue la carte de l'humilité par rapport à son équipe. 80% de chances pour le Cameroun de gagner. Nous, on est une petite équipe. On a déjà fait le grand espoir d'être à cette Coupe d'Afrique des Nations et de revenir en quart de finale. Est-ce que ça cache pas un petit jeu, Yves Tchamadeu? C'est de la communication. Il ne viendra pas tout dévoiler. Je crois qu'il a été assez humble. Il a été assez clair. Après, dans ce qu'il a dit, rien ne faux. Comme on va favori. C'est 80% de chances. C'est ce qu'on pouvait dire avant la compétition. Mais quand on voit les matchs des deux équipes durant la compétition, on est dans du 70-30 ou du 60-40 points par rapport à ce que les deux équipes ont présenté durant la compétition. Après, il dit quelque chose de très important au sorti. Il dit on n'a pas joué l'Éthiopie, on n'a pas joué les Comores. Ça dit beaucoup. Ouais. Il dit ça dit beaucoup. Ouais. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il a joué les adversaires plus importants que le Cameroun n'a fait. Tout à fait. Et il a dit sans vouloir choquer les Camerounais, il n'y a pas de petite équipe, mais je pense que les équipes camerounaises n'ont pas été si difficiles. Voilà, donc c'est clair quand tu dis ça. Ça veut dire d'un côté, il reconnaît que le Cameroun est favori. Le Cameroun a 80% des gens gagnés.
De l'autre côté, il sait que cette équipe du Cameroun est prenable par rapport aux adversaires qu'eux, ils ont joué. C'est vrai qu'on dit en football, les matchs se suivent, ça ne ressemble pas. Donc il y a de la communication dans ce qu'il a dit, mais il faut analyser profondément ce qu'il a dit pour voir jusqu'à quel niveau il prépare ce match. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est à la reconnaissance, il a dit qu'on pouvait filmer toute la séance. Alors que c'est juste 15 minutes qui sont offrées à la presse, il n'y a pas de tactique qu'il cache. Filmer toute la séance. Il a dit qu'il n'y a pas de tactique qu'il cache. Donc c'est pour démontrer qu'il est dans un peu détendu, mais il reste très concentré. Alors Mohamed, cette sortie de Tom Stanfield, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, parler du match de demain, quelles sont selon vous les chances de l'équipe gambienne? Bon, je retiens quelque chose, c'est qu'il dit il y a 20%, ça veut dire que les 20%, il va aller les chercher, il va les jouer à fond, d'abord. Et ensuite, lorsqu'il parle comme cela, ça c'est une manière de mettre la pression sur le Cameroun et de dégager ces joueurs de la pression. Et c'est vrai, ce match se présente sous cette forme-là, puisque c'est le Cameroun qui a la pression du pays organisateur et du favori naturel de la compétition. Et la Gambie vient pour la première fois. Mais c'est vrai, comme il l'a dit, la Gambie, on ne l'a pas vu venir. La Gambie a quand même terminé premier d'un groupe où il y avait le Gabon, la RDC et l'Angola. Et ensuite, ça fait des années que dans les catégories de jeunes, les jeunes Gambiens réalisent de belles choses et ils s'exportent. Ils jouent dans des clubs moyens. Il a su former ce groupe, les doper mentalement et produire ce jeu. Donc ça veut dire que quelque part, il va jouer à fond ses 20%. Yvan Ngo. En fait, pour avoir été dans le même groupe, enfin dans la ville qui accueille le groupe de la Gambie, et pour bien connaître Tom, c'est un psychologue. C'est un gars qui a 20 ans d'expérience, plus d'une trentaine d'équipes entraînées. Ouais. Donc psychologiquement, il est prêt. Je reprends les mots aussi de Mohamed, parce que avant tout, c'est un préparateur psychologique pour son équipe. C'est un gourou, en fait. Et vous voyez le comportement qu'il a avec ses joueurs, vous sentez vraiment qu'il y a une cohésion, il y a un plan. Ils sont pas venus... ce qu'il dit là, c'est vraiment de la pure communication. C'est à la limite, il n'y a pas d'humilité pour lui. Vraiment, il sait ce qu'il fait. Ils savent où ils vont. Avant chaque match, ils regardent des vidéos de motivation. Ils regardent des vidéos de la Grèce qui a gagné à l'Euro en 2004. Ouais, il a dit. Ils regardent des vidéos de tous les outsiders qui ont gagné. Et ça vous dit qu'il est venu vraiment préparé. Et il avait une phrase à chaque fois, à chaque conférence de presse, il disait « Nous, on est 150e mondial. On ne peut pas avoir peur, ou alors... » C'est ce qu'il disait. Parce qu'on n'a rien à perdre. Donc, voilà. pour moi, c'est une équipe à craindre, parce que c'est un gars qui prépare tout. Il a dû scruter toutes les rencontres du Cameroun, j'en suis certain. Toutes les rencontres, il connaît tous les défauts de l'équipe camerounaise. Donc, il faut faire attention à cette équipe gambienne. Vraiment, il faut faire attention. Et ils ont de très bons joueurs. Moussa Baro, qui a marqué le but de la qualification, qui est un joueur qui a été acheté par l'Atalanta Bergame, qui est l'un des clubs qui recrute le mieux en Europe. Donc il a été acheté, il est prêté à Bologne, mais c'est vraiment un très très bon joueur. Donc attention à cette formation. Et autre chose que moi j'ai souligné justement dans cette communication, pour ce que Tom Stanfield a eu à dire sur l'organisation camerounaise de la Coupe d'Afrique des Nations, puis mais ne se ressemble pas, on garde la pression et tout, on l'écoute. On est très concentrés. On veut faire un gros match sur ce match contre la Gambie. On va faire plaisir au peuple, plaisir à tout le monde. Et voilà, la seule chose, c'est la victoire pour que tout le monde soit content. En effet, c'est une bonne analyse. On est une équipe qui privilégie beaucoup le football offensif. Les adversaires le savent, donc essaient de nos difficultés à chaque fois ça. On a un gros volume offensif, on inscrit pas mal d'occasions nettes de but. En contrepartie, on a un petit déséquilibre au niveau défensif, mais c'est des risques qu'on veut assumer dû à la qualité de nos joueurs. On travaille sur cette amélioration, tout simplement. On sait que la Gambie va essayer d'éliminer nos points forts. Et on travaille sur ça, à trouver cet équilibre entre le gros volume offensif que cette équipe a, avec les occasions créées, et de trouver l'équilibre défensif. On y travaille tous ensemble avec les joueurs, justement, pour être une équipe équilibrée. Pour répondre à votre question, voilà, le coach l'a bien résumé. C'est sûr que voilà, une équipe comme le Cameroun, c'est une équipe qui a tout le temps la balle. Donc c'est sûr que voilà, les équipes elles procèdent en contre. Donc forcément on est moins derrière. C'est pour ça que voilà, peut-être qu'on encaisse des buts. Après voilà, quand vous faites la différence avec une équipe comme la Gambie, c'est une équipe qui n'a pas trop la balle. Donc au final qui reste bien en bloc bas. Donc pour lui marquer un but c'est un peu plus difficile.
Voilà, c'est ma réponse. Et je pense que voilà, le coach l'a bien résumé. Et je pense que voilà, comme John est en train d'y remédier, j'espère que ça va fonctionner. Avant le tournoi, on a dit clairement contre les meilleurs. On est ici pour la première fois. Nous sommes 150 au FIFA Ranking et ils sont très petits. Je ne sais pas si c'était fait exprès par la réalisation de revoir cette sortie de Tom Stanfield. Alors, Anthony Conceição est en conférence de presse avec Jean-Charles Castelletto qui a aussi eu son lot de questions et justement la question de savoir s'il sera aligné demain aux côtés de Gade. On a également vécu les entraînements de cette équipe camerounaise. Alors, Yvan Ango, Mohamed Soumaré, c'est une équipe qui est assez complexe à comprendre. À la fin, Tony Conceição, qui aime souvent à le dire, l'important pour nous, c'est le résultat. Il veut rester un peu dans cette sphère du fou incompris qui aura réussi à faire du résultat. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup de questionnements autour de ses choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Tony Conceição, vraiment, ça c'est ce que je pense, c'est sincère. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, même pour lui. Je pense pas qu'il fasse exprès que ce soit un plan stratégique, non. Je pense que sur certains postes, il n'est pas sûr. Parce qu'il y a des joueurs de voilà, valeur semblable, voilà, équitable. En défense, si vous mettez Harold Mokoudi ou Jean-Charles Castelletto, je mettrais même Ngandou dans le paquet, vous avez des joueurs quand même de niveau, de même niveau. Hein. Donc je pense qu'il a de vraies interrogations. Après, ça va dépendre de l'équipe en face. Voilà, de l'équipe en face. Est-ce qu'il faudra mettre plus d'impact physique? Il mettra peut-être Harold Mokoudi. Est-ce qu'il faudra un jeu beaucoup plus aéré qui va faire voilà, que la défense monte un peu? Il mettra Jean-Charles Castelletto parce qu'il sait que Jean-Charles est beaucoup plus rapide que Ngandou et peut courir. Parce que c'est ça la difficulté de jouer avec une équipe offensive comme le Cameroun qui est tout le temps dans le camp adverse, c'est que pour revenir en courant. Et pour revenir en courant, je peux vous dire que Ngandou, c'est pas le meilleur des défenseurs du monde. Jean-Charles Castelletto se retrouve mieux dans cette position-là. Donc oui, s'il compte avoir le ballon longtemps dans le camp adverse, oui, il mettra des joueurs comme ça. Ngandou pour sa baraka, pour son expérience, et peut-être Jean-Charles Castelletto à côté. Même chose au milieu. Il jouera en fonction de ce qu'il veut démontrer face à l'équipe adverse. Je pense que c'est aussi ça la stratégie. Et c'est une stratégie qu'il faut respecter. L'entraîneur fait ses choix, à nous les observateurs d'observer et de faire des analyses après. Mais s'il gagne, il aura toujours raison. Mohamed. Oui, là je rejoins Yves, mais en fait c'est le même problème que les autres équipes. Il n'a pas eu de préparation. Il n'a pas eu de match de préparation avant la CAN. Donc son seul match repère, c'était la victoire contre la Côte d'Ivoire à Japoma. Et ensuite, on a vu comment il est rentré dans la compétition. Contre le Burkina Faso, ça a été difficile. Contre l'Éthiopie en première mi-temps, ça a coincé. Contre le Cap-Vert, le public a un peu grondé. Et voilà. Donc maintenant, contre les Comores aussi, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a des interrogations autour. Mais le coach, puisqu'il gagne, il a toujours raison. Maintenant, on va espérer qu'il gagne encore. Mais c'est vrai, ces choix, à mon avis, ne sont pas complémentaires. Je dirais que là, il n'a pas eu jusqu'à présent l'occasion de mettre en place une équipe complémentaire parce que dans le jeu, les enchaînements entre les lignes et les transitions ne sont pas bien assurés. Et là, souvent, on voit Aboubacar décrocher très loin pour venir chercher les ballons. Et là, c'est à ce niveau de la compétition, souvent, la débauche d'énergie paye. Alors, la séance d'entraînement des Lions indomptables, c'était au stade de Japoma, ce jour aux environs de 18h15. On revient sur ces images juste après ceci. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation. Anticipation. La compétition par du africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Antoine Sport, supporter numéro 1 du football.
que j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec sauce Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Voilà, on prend tout de suite les images des entraînements. D'abord, de cette équipe camerounaise, Yves Chamadeu, vous avez vécu le moment. On note la présence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui, comme d'habitude, est venu donner un mot d'encouragement à cette équipe des Lions indomptables. Mais à un certain niveau, c'était un peu complexe pour la presse. Oui, je pense que la présence de Samuel Eto'o est tout à fait normale. Je pense qu'il est là depuis le début de la compétition, derrière ses joueurs. Il a à la fois la casquette des dirigeants administratifs en tant que président de la Fédération camerounaise de football, qui lui donne quand même cette légitimité d'être en plein dans cette équipe. En plus, il a la casquette d'anciens joueurs et joueurs ayant marqué cette compétition. Donc, il sait quoi dire à qui, comment, pour ce niveau de la compétition. De par seulement la carrière qu'il a eue en tant que footballeur international camerounais. Donc c'était normal qu'il soit là, on l'a vu parler avec le staff et tout le reste. Bref, on sent qu'il veut être proche, il veut vraiment s'imprégner. Maintenant, s'il faut revenir sur ces séances d'entraînement, moi j'ai eu personnellement l'impression aujourd'hui que traverser la barrière qui menait au stade d'entraînement, c'était à l'eau ciel. C'est l'impression que j'ai eue. C'est quand on traversait cette barrière, c'était à l'eau ciel aujourd'hui. Moi, j'arrive pas à comprendre, on a l'impression que l'équipe nationale du Cameroun, c'est une équipe nationale. Pour ceux qui ont eu à couvrir cette équipe à l'étranger, ça n'a rien à voir avec l'équipe qui est au Cameroun. Mais ces joueurs-là, ils ont besoin d'être proches de leur public. C'est vrai qu'on ne demande pas d'avoir des contacts, parce qu'on sait qu'il y a la pandémie du Covid. Mais quand la presse, qui relaie les informations, qui permettent à ce que ce peuple ait de la matière pour avoir de l'actualité, est pratiquement froissé à l'entrée comme ça, c'est pas normal. Non, on ne peut pas permettre, c'est pas normal. Ouais. Des gens veulent bien faire le travail, mais qu'ils fassent ce travail quand même en respectant les règles de l'art. Je pense que c'est l'entraînement des veilles de match, c'est une souveraineté de la CAF qui est responsable de la compétition, qui autorise les médias à couvrir les 15 premières minutes. Mais il n'est pas question de trier à tête chercheuse qui devant entre ou pas, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se passait à la fois du CAF, mais du office qui était là, et c'était un membre de cette sélection nationale. Donc il faut qu'on soit rangé, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, après tout, c'est une fête. Et une fête, on ne la fait pas les uns en laissant les autres quelque part. Non. Nous, hommes de médias, pas seulement des Camerounais, mais de toutes les autres nationalités, avaient besoin de couvrir l'équipe du Cameroun parce que c'était la première fois que beaucoup voient cette équipe. On la voyait toujours à la télé, elle arrivait à Douala, il fallait faire des images. Mais arriver à la barrière comme ça, se faire froisser parce qu'on ne veut pas que les gens entrent, on trie à tête chercheuse, mais c'est pas normal. Après, ça peut avoir un retour inverse sur la sympathie qu'ont les Camerounais sur l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'après, c'est les informations qu'on va relayer. Quand la presse étrangère donnera des informations, ça va devenir un problème. Mais non, qu'on arrête un peu. Qu'on sache que l'équipe nationale du Cameroun est une équipe nationale comme toutes les autres, mais qu'on limite les contacts, c'est clair. Nous-mêmes, nous sommes conscients qu'on ne peut pas se rapprocher de ces joueurs à un certain niveau, parce qu'on a besoin que ces gars-là, qu'ils soient privilégiés selon les choses. Qu'ils restent dans leur bulle de protection anti-Covid. Vraiment que ceux-là qui sont autour fassent gaffe et qui se disent bien que c'est pas l'équipe nationale des 22 joueurs ou bien des 30 membres du staff ou des 40
mais de tout un peuple et même de tout un continent, parce que c'est pas que la presse camerounaise qui était là, mais aussi la presse étrangère. Merci Yves Chamadeu pour cette réaction, mais on le sait, les Lions Indomptables ont leurs millions de supporters. Et au quartier à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, au quartier Iguifa, il y a un supporter particulier, un supporter d'un autre genre, à bord d'un véhicule de collection qui date des années 60. Voilà, il a trouvé sa manière à lui de supporter les Lions Indomptables. Suivons plutôt ce reportage qui a été fait par Luciano Diakou. La grande mascotte, les Lions Indomptables. Celle-ci qui va nous conduire à la finale, le soir du 6. C'est une voiture des années 64. Cela représente la force de l'expérience. Donc pour cela, il fallait prendre quelque chose de spécial, afin que tous les étrangers se rappellent de ce que au Cameroun, il y a eu des choses assez belles. Fier de participer à la réussite de cette CAN. Parce que ce n'est pas qu'une affaire des pouvoirs publics. Nous aussi, nous sommes concernés. Donc vous avez vu, on a fait le tour. J'ai produit 5000 polos que j'ai fait venir du Pakistan. J'ai transformé ma voiture en mascotte. J'ai pensé mettre cette voiture parce que c'est une voiture qui représente un symbole. Le symbole de la réussite, le symbole de l'expérience. Celle-ci va nous conduire au soir du 6 février à la finale et au port du Prophète. Et je signale que elle qui va ouvrir la route au bus qui va transporter les Lions Indomptables. Mon pronostic est une large victoire du Cameroun, 4-1. La Gambie n'est que le processus qui va nous permettre d'arriver au 6 et de remporter cette CAN. Je propose les 11 entrants qui ont joué contre le Cap-Vert. Et avec toutes les difficultés que nous avons eues dernièrement, il faudrait que Zambouanguissa essaie un peu de remédier à sa manière de jouer. Il faudrait qu'il avance avec le ballon au lieu de rentrer dans le camp arrière. Voilà, on avait véritablement envie de danser avec cette belle mélodie de Pépé Calais qui rappelle beaucoup de souvenirs à Mohamed Soumaré. C'est un boîte, ça. En 91. Alors, il nous précise que c'est une chanson qui est sortie en 91, justement, pour célébrer la participation des Lions Indomptables au Mondial. Et justement, on entend Roger Mila dans cette magnifique chanson. Merci à Luciano Diakou pour ce reportage. On espère que la mascotte des Lions Indomptables va accueillir cette équipe à Yaoundé pour
les demi-finales. Alors, on s'intéresse à une autre affiche de ces quarts de finale. Toujours demain à 20h, le Burkina Faso va croiser le fer avec la Tunisie. Messieurs, suivons tout d'abord la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur tunisien. سنكون إضافي لأن يعني بها كرامة باش نحققوا نتائج إيجابية ونكتبوا أسامينا إن شاء الله في التاريخ. Deuxième partie de votre question, en ce qui concerne علاقة الستاف تكنيك وجلال القادري ومنذر البايع أنا نقول كلمتين. اون ريسبكت لي زامي تاعنا الكل كيما لقحنا مع الكورونا ضد الكورونا الإطار الفني ملقح ضد الفتن نحترم بعضنا اون سو كومبليت اون سو ريسبكت السوليداريتي الثقة الاحترام هو الشعار تاعنا في المنتخب نحترم بلادنا نحترم الناس الكل منذر البايع إلي لو بروميير ريسبونسابل جو سوي لا بور فير مون ترافاي بور لو سوتونير وباش نكون موجود في خدمة المنتخب نتاعنا. Okay, two last questions. Parfait, ce que je laisse, si j'avais le souhait juste... Si j'avais le souhait, comme un principe, pour on ne change jamais l'équipe qui gagne. Parce que l'équipe nationale, je n'ai pas pratiquement les mêmes choix techniques dans le match de Burkina Faso, ou les mêmes choix à المستوى des joueurs, surtout اللي عملنا ماتش باهي وحشتنا بالكونتينيتي في l'équipe nationale. Merci. شكرا. ثم بلوزيور برانسيب في الكورة المشكلة هذا ثم برانسيب اللي يقول لك زي ما تتعامل مع كل مباراة وحقيقتها وكل مباراة وواقعها. سو كي ايتي فري الجمعة الثانية في الماتش اللي فات ينجم في بعض الأشياء تتغير المباراة هذه لكن احنا ديما نعرضوا عندنا ثقة في 28 راجل في 28 محارب اللي موجودين معانا كل واحد عنده وقته باش ياخذ في ليكيب ناسيونال سينون لي Vous abordez le match de la Tunisie contre le Burkina. Alors, je suis désolé, si on devait se fier au passé pour venir à cette compétition, on aurait pu attribuer déjà d'abord, parce qu'il y a des gens qui vont contacter. Nous avons affaire à une nouvelle équipe tunisienne, nous avons affaire aussi également à une nouvelle équipe des États-Unis. Donc pour moi, je pense que la différence se fera simplement sur le terrain. Nous ne nous fions pas justement à ces statistiques, parce que moi je dis que les statistiques appartiennent au passé. Alors ce qui est passé, passé, maintenant nous sommes présents. You said you had a young team, and many of them will be playing in one of the biggest countries for their young careers in the national side. How do you think they'll cope with the pressure of this? Oui, c'est vrai, vous avez certainement raison, parce qu'il y en a qui découvrent la haute compétition, surtout à ce niveau de compétition pour la première fois. Il y en a qui ont eu quelques minutes déjà à cette carte. Alors, comment nous allons gérer cette pression? Bon, je pense que déjà la pression est là depuis le premier jour. Alors, nous essayons, je pense que plus nous avançons dans la compétition, plus ces garçons aussi gagnent, bien sûr, en maîtrise, surtout de leurs émotions. Et je pense que ces garçons-là, on va compenser peut-être cette situation avec cette foule qu'on verra demain sur le terrain. Pour le coach, Honoré Moquet de la CRTV, la télévision du Cameroun, au regard du dernier match livré par le Burkina Faso, dont vous avez adressé à vos attaquants par rapport à ce match face à la Tunisie. Merci, je pense que nous avons effectivement fait le même constat. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas essayé à se tuer au bout de nos matchs, où nous avons eu les opportunités en tout cas d'étudier les matchs, et ça nous a toujours rattrapé, mis en difficulté, ça nous sommes conscients, et nous allons travailler peut-être à avoir beaucoup plus de cohésion dans les derniers 30 mètres
Voilà, c'était donc la conférence de presse d'avant-match et s'agissant justement de l'adjoint du sélectionneur tunisien, c'est lui qui a représenté donc le sélectionneur principal. Finalement, on ne sait pas trop, toujours, c'est la dernière fois, il était absent en raison de la Covid. Il n'est pas encore revenu sur le banc de sélection. On ne sait pas, on aura peut-être des précisions demain. Alors, on a deux équipes, la Tunisie et le Burkina Faso, qui se sont déjà rencontrées 3 fois, si je ne me trompe pas, lors d'une Coupe d'Afrique et des Nations, avec une victoire pour le Burkina, une victoire pour la Tunisie et un match nul, si je ne me trompe pas. Et le match nul, c'était en 98, en quart de finale, et le Burkina a battu la Tunisie au tir au but. Voilà. Donc, Burkina, Tunisie, demain... Surtout que, je pense, à les 3 dernières rencontres, le Burkina s'est toujours imposé. C'est imposé. 3 dernières sur 2. Le Burkina s'est toujours imposé. Je me rappelle des qualifications. Ils étaient dans un groupe, je pense pas, en 2008. Et le Burkina Faso est allé gagner, voilà, en Tunisie. Et on sait combien c'est difficile d'aller gagner en Tunisie. Et ils avaient pris la première place de ce groupe-là. Et je pense lors des derniers quarts de finale, ils éliminaient la Tunisie. Le Burkinabé. Donc c'est une équipe qui sait jouer la Tunisie, qui a la chance de s'imposer souvent face à la Tunisie. Ça peut jouer en leur faveur, donc il va falloir attendre demain. Ce sera un match difficile, même si je vois la Tunisie sur les dernières rencontres s'imposer. Je pense que c'est une équipe burkinabé qui va donner du grand amour à cette équipe tunisienne qui part bien évidemment avec les faveurs des pronostics et qui logiquement devrait s'imposer. Mais comme cette CAN nous a prouvé que logique, la logique ne tient pas du tout. À tout niveau, je m'attends à voir un match très très fermé, mais avec de belles intentions de jeu et la Tunisie s'imposer. Mohamed. Oui, le match Burkina-Tunisie, c'est vrai que le Burkina a un ascendant psychologique, parce que la dernière fois c'était en 2017, on se rappelle à Libreville, début de Bansé et de Nakoulma. Maintenant, la Tunisie est une équipe qui, depuis la retraite de Tarak Diab, qui a été d'ailleurs le seul ballon d'or tunisien de l'histoire, depuis la retraite de Tarak Diab, n'a jamais eu de grande star. Donc c'est une équipe qui est bâtie toujours autour d'un collectif. Donc lorsque vous rencontrez une équipe comme cela, c'est très difficile de la battre. Il faut se lever de bonheur. Et d'ailleurs, à Libreville, le but inaugural de Bansé avait été marqué sur balle arrêtée. Donc pour que les Burkinabés battent cette équipe-là, il va falloir vraiment se lever de bonheur. Parce que c'est sûr qu'ils vont mettre en place un bloc défensif et essayer de jouer par les contres. Parce qu'ils connaissent leurs limites dans la compétition. Ils savent qu'ils ne sont pas très en forme, ils ne sont pas très attendus. Donc ils vont essayer de jouer sur cela et geler le jeu. Yves Chamadou, on a parlé tout à l'heure de la Tunisie qui atteignait toujours un certain niveau de la compétition. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément cette envie, cette détermination de braver un certain cap demain? Donc, de toute façon, il faut dire que la Tunisie est complètement sur le chemin de 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, elle a traversé le premier tour en tant que meilleure troisième avec 3 points. Et s'est retrouvée jusqu'en demi-finale. Et là, elle est sur le point de le faire parce qu'elle a traversé de refaire la même chose, ouais. Avec toujours 3 points, meilleure troisième. Et voilà, après demain, on verra si elle pourra réitérer l'espoir de 2019 en Égypte. Mais en fait, je crois que cette équipe tunisienne contre le Nigeria, je la vois un peu affaiblie, je la vois un peu, avec peut-être l'absence de l'entraîneur sur le banc de touche ou encore de Kasseri, qui avait été testé positif au Covid et qui revenait à l'instant, donc il ne pouvait pas commencer. Je la vois très diminuée, mais honnêtement, j'ai été impressionné par la technique collective. Je reviens sur ce mot. La technique collective tunisienne fait en sorte qu'elle peut mettre en mal toute équipe. Parce que quand elle joue, elle ne se met pas de pression. Elle sort la balle de la défense à l'attaque sans pression et avec une justesse au niveau des passes. Ça fait que techniquement, elle est à l'aise. Et si vous êtes un adversaire qui n'avait pas de la patience ou vous n'avez pas de l'adversité sur le plan tactique, ça va être compliqué de battre la Tunisie. Et après, c'est une équipe d'expérience. Elle a gagné le Nigeria non seulement parce qu'elle avait cette technique collective supérieure, mais parce qu'elle avait aussi de l'expérience. Regardez un peu comment elle a géré la rencontre après avoir ouvert le score. Le Nigeria qui a été faux foulet durant la phase de poule s'est retrouvé comme un enfant qui découvrait la Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie. Donc, je pense que c'est l'équipe tunisienne face au Burkina. Si elle réussit à avoir le même style et la même discipline de jeu, l'équipe du Burkina Faso aura vraiment maille à partir contre l'équipe de la Tunisie. Alors, on regarde nos affiches de demain une fois de plus. La rencontre entre la Gambie et le Cameroun, ce sera à 17h depuis le stade de Japoma. Et à 20h, la confrontation entre le Burkina Faso
et la Tunisie. Alors, messieurs, c'est déjà la fin de la compétition depuis les 8e de finale dans certaines zones, notamment Limbé et Bafoussam. Nous allons prendre le bilan de la compétition dans la région de l'Ouest, et c'est avec cette sortie d'Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, mais aussi président du COCAN. Je suis un président des sites heureux et content, globalement satisfait. À quelques heures de la fin de 8e de finale à Bafoussam. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on est sur ce dossier, qu'on a ce privilège et honneur de préparer ce grand événement d'envergure africaine, et que l'État nous a donné cette responsabilité de coordonner les activités ici, préparer, accompagner le secteur privé dans la construction de leurs hôtels, l'hôpital, réhabilitation de l'aéroport, construction des routes, construction des stades d'entraînement, mobiliser, préparer, sensibiliser les populations, c'est énorme. Et voilà que ces activités, ces matchs se déroulent et nous tirons vers la fin. Je crois que tout se passe globalement bien. Nous disons sur tous les angles sécuritaires et autres, ça se passe bien. Nous nous réjouissons que nous tirons vers la fin. En ce qui nous concerne, sur notre site, nous sommes en train de travailler encore avec les autres différentes commissions pour exécuter les instructions de la hiérarchie par rapport à ça, de travailler avec les commissions, la CAF, les représentations des différentes fédérations, les arrivées des départs. Il est notre souhait que d'ici 48 heures, que, à ce qui concerne Bafoussam, que ça se termine en beauté, avec la satisfaction pour tout le monde, comme que tout le monde puisse se sentir comme nous sommes en train de sentir en ce moment. Monsieur le Président, on a eu le... Voilà, c'est donc une réaction qui a été collectée pour nous par Mathieu Fangwa, qui a été notre envoyé spécial dans la région de l'Ouest. Mathieu Fangwa qui a fait un travail formidable. Félicitations, monsieur, et bon retour à la maison. Aussi, on va s'intéresser au bilan sur le plan de la santé CAN sans Covid. C'était un véritable créneau pour le site de Bafoussam. Au terme de la compétition, je vous suggère une réaction du docteur Ambassa Elimé Grégoire, médecin de santé publique et chef section des opérations médicales durant la CAN 2021 pour le site de Bafoussam. Il est le plus important, c'est de les équipes et les délégations, et puis au stade, plus particulièrement au stade, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Disons que au niveau du stade, l'organisation a été faite de telle façon qu'on retrouvait la commission médicale dans toutes les zones. Nous avons la zone 1, que vous connaissez très bien, avec la main courante, qui avait des deux côtés, évidemment, des grands quartiers, plus des médecins. Et nous avons deux ambulances à la même zone, une qui assurait évidemment la couverture médicale. À l'intérieur de ces ambulances, on avait pour une ambulance un cardiologue et pour une autre un réanimateur. Et hors du stade, nous avons deux ambulances qui étaient stationnées en appui, plus des ambulances qui venaient en accompagnement avec les équipes. À l'intérieur du stade, vous savez, le stade est subdivisé comme une boussole, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et à chaque niveau de cet élément, on avait ce qu'on appelait un PMA, c'est-à-dire un poste médical avancé. Et nous en avons 7 au total. Et au niveau des vestiaires, on retrouvait sensiblement 5 les PMA pour chaque vestiaire, un PMA, pour chaque vestiaire un PMA, et puis un PMA pour les officiels. Un PMA évidemment pour les VIP. Dans chaque PMA, on retrouvait une équipe médicale constituée de 2 à 3 médecins,
et puis 4 à 6 infirmiers qui rotaient au jour le jour et en fonction des matchs. Et au niveau, évidemment, de l'organisation, dans les vestiaires, comme vous l'avez vu tantôt, de temps en temps, nous avons positionné des équipes à l'entrée principale, aux entrées des couloirs, lorsqu'une équipe arrivait, ou une délégation, et aux entrées des vestiaires. Voilà, c'était donc une réaction, une fois de plus, collectée par Mathieu Fangwa. Et la dernière de ce travail de notre reporter, c'est la sortie du ministre des Sports sénégalais, Matar Ba. On le sait, l'Ouest a accueilli en grande pompe l'équipe du Sénégal. C'était l'une des premières images de la beauté de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, à la bande Sadio Mané, reçu par le peuple de Bafoussam. Et il nous fait donc le bilan de son équipe dans la région de l'Ouest. Je voudrais féliciter et remercier les autorités de Bafoussam, de cette belle région, le gouverneur, le maire et l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun qui ont accompagné le dispositif qui a été mis en place pour accompagner l'équipe nationale et qui est dans d'excellentes conditions. Nous avons démarré timidement cette compétition et hier, lors des 8e de finale, nous avons assisté à un réveil de l'équipe nationale du Sénégal qui s'est fixé comme objectif d'aller jusqu'au bout de la compétition et de gagner ce trophée. Et nous espérons que cette fois-ci au Cameroun, nous allons rentrer avec le trophée continental. En tout cas, nous travaillons pour ça et nous sommes très positifs parce que qui analyse l'évolution de notre jeu, depuis le premier match jusqu'au match du 8e de finale, nous pensons que le réveil est sonné et que l'équipe va se remobiliser et le jeu sera élevé. Et je pense que ça, qui connaît une compétition, y aller crescendo est extrêmement important. Nous avons gagné hier, l'équipe est satisfaite. J'ai rencontré les joueurs. Après le match, ils se sont reconcentrés et ils repartent aux entraînements. Ils oublient ce match-là pour aborder effectivement les prochains matchs. Et nous pensons que c'est des équations et nous avons la possibilité de les résoudre. Nous y travaillons, comme je l'ai dit, nous mobilisons toutes les conditions nécessaires et nous mettrons tous les atouts de notre côté aussi pour atteindre cet objectif qui est un objectif légitime du peuple sénégalais. Et n'oubliez pas que l'équipe nationale du Sénégal a battu un record historique au niveau classement FIFA qui est pendant plus de 38 mois première équipe africaine. Et nous avons aussi l'équipe qui a la meilleure valeur marchande et qui pèse plus lourd en Afrique. Donc tous ces éléments, avec l'investissement de l'État, tout ce que l'État met à disposition, le standing de l'équipe, la logistique, tout ce qui est entrepris par la Fédération et l'État du Sénégal, nous sommes en droit de penser que l'équipe nationale doit aller jusqu'au bout de cette compétition et de gagner le trophée. Excellent. Il va très bien, il a repris 30 minutes après parce que nous avons eu les médecins qui ont fait le nécessaire et il est en train de récupérer. Nous pensons que même si le protocole le permet et tout se passe très bien, il pourra réintégrer le dispositif. Yves Tchamadeu, on a vu des images sur Internet après le coup de Sadio Mané et le ministre des Sports en parlait. Il se porte bien, il a été pris en charge juste après dans une formation de la région de l'Ouest. Alors messieurs, c'est le moment pour nous de faire un autre bilan en quelques minutes du début de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au quart où on se trouve en ce moment. J'ai baptisé cette séquence les tops et les flops de la compétition. Je ne sais pas si on peut mettre à l'image déjà et on va parler des moments moins bons qui nous ont marqués durant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi et surtout les bons moments. Alors qui veut prendre la parole en premier? Qui veut prendre la parole en premier? Ah, cette image. Bah non, on y revient après, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on y revient après, messieurs, on y revient après, s'il vous plaît. Me dormir en paix, s'il vous plaît. Ces images-là, vraiment, ça peut nous valoir un
procès, alors que déjà il y a une guerre qui est en train d'être analysée à la CPI, s'il vous plaît. Attention. Alors, Yvan Ango, vos tops et vos flops de cette compétition. On commence par le top, pourquoi pas? Oui, commençons par le top, puisque... Enfin, permets-moi de commencer par les flops pour finir avec ce qui est bien, pour qu'on puisse retenir ce qui est bien. Je pense que le premier flop, à mon avis, c'est la performance de Stika Zoé, l'arbitre, lors de la rencontre Tunisie-Mali, qui a été, je pense, le premier vrai gros scandale de cette compétition. Parce que jusqu'aujourd'hui, on tergiverse encore sur le pourquoi il a sifflé la fin du match avant la fin du match, 2 fois. Donc pour moi, c'est un des flops. Pour moi, c'est un des flops parce que c'est l'un des gros flops, parce que c'est incompréhensible. Et je le disais sur une chaîne étrangère qui m'a interviewé, je leur disais, je ne comprends pas pourquoi la CAF n'arrive pas à prendre une position officielle et nous dire véritablement ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait ce que Gianni Stika Zoé a eu réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communiqué officiel. C'est passé comme ça et le gars, il a continué à faire ses matchs sans que personne ne s'insurge quoi que ce soit. Voilà, donc moi c'est mon gros flop. Autre chose, voilà. On va aller un peu plus rapidement. Oui, autre chose, c'est aussi, bon, après c'est les cas de Covid, les cas de Covid qui prêtent à confusion. Voilà, certains sont déclarés Covid par certains laboratoires, d'autres pas. On ne sait plus, d'autres vont en club, ils sont déclarés négatifs, quand ils sont ici, ils sont positifs. Ça nous a quand même valu l'absence de Lemina et de Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, selon les sources gabonaises. Oui, mais à la fin, on savait que ça n'avait rien à voir avec la Covid-19, mais c'était plus une décision disciplinaire pour le cas de je reste sur l'officiel, parce que Patrice Neveu, l'entraîneur de cette équipe, a dit officiellement que si Lemina et Aubameyang ne sont pas là, c'est parce que le Covid, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que l'État gabonais, le QG gabonais a déclaré. Donc je reste sur ça. Après, maintenant, les points intéressants, déjà. Premier point intéressant, vraiment, c'est ces surprises-là. On se rend compte quand même que malgré tout, il y a un nivellement de valeur au niveau du football africain qui est assez intéressant. Pour moi, c'est l'un des très très bons points. C'est vraiment que la Gambie, la Sierra Leone, je les mets dans le lot, la Guinée équatoriale, ces formations-là n'ont pas été, n'ont pas été en dessous de ce qu'on attendait. Donc moi, j'aime voir ça. Et aussi, on n'en parle pas assez, mais je pense que l'autre bon point de cette compétition, c'est que c'est très très médiatisé. On n'a jamais vu autant de journalistes pour une Coupe d'Afrique des Nations autant médiatisé. Je pense que c'est le deuxième point le plus beau, le meilleur des points, parce que on parle plus de cette Coupe d'Afrique des Nations que du dernier Euro. Donc pour moi c'est un très très bon point que j'aimerais mettre en note en or, quoi. Mohamed. Moi, mon flop, ce sera l'équipe d'Algérie, l'élimination de l'équipe d'Algérie. Ben Madi qui était sur une belle séquence de 35 matchs sans défaite. Et là, faute d'avoir remanié son effectif, là, il se retrouve avec un effectif complètement lessivé. Il peut parler de la pelouse de Japoma ou de quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que c'est le même effectif qu'il a depuis un certain nombre d'années, qui n'a pas été renouvelé et qui est vieillissant, qui est aussi vieillissant. Puisque en dehors de Atal, le joueur le moins âgé avait 28 ans. Tous les autres joueurs ont la trentaine. Donc là, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même pour n'avoir pas fait tourner l'équipe, même lors des matchs amicaux. Tout cela pour avoir une série d'invincibilité et avoir raison sur les anciens de 82 qui ne manquaient pas de lui taper dessus, comme Madjer et Benchek. Maintenant, mon top, c'est l'équipe du Maroc. C'est l'équipe qui m'a le plus séduite dans cette compétition. On l'avait vu lors du CHAN. Et là, je vois que cette équipe s'inscrit dans la continuité de celle du CHAN. Ça veut dire que Vaïd travaille avec l'entraîneur du CHAN. Et là, il a pu récupérer certains joueurs locaux. La mayonnaise a pris et ça donne de bonnes choses. D'accord. Chamadou. Oui, je pense que je débuterai par des flops. Je pense que on va pas peut-être détailler parce qu'on n'a pas le temps. Mais mon flop, pour moi, c'est le niveau de l'arbitral avant les huitièmes de finale. Avant les huitièmes de finale, j'allais dire. En match de poule, on a eu quand même des histoires de catastrophisme des arbitres. Il y a eu le cas, comme je disais,
En gros, mais il y a d'autres matchs. Je pense ici à l'arbitre qui avait officié le match, je pense Cap-Vert-Sénégal aussi. Il y a eu Cap-Vert-Sénégal. Il y a eu, je pense qu'il y a aussi le match du Malawi. Je crois que c'était le match du Malawi. Donc les arbitres se sont pour certains fait remarquer par cette décision un peu tendancieuse et voilà, qui ont un peu entaché le côté spectacle de la compétition. Donc il y a ça, bien avant les huitièmes de finale, parce que je crois que lors des huitièmes de finale, on a quand même eu, on sent qu'ils ont été rattrapés, on leur a certainement beaucoup parlé, parce qu'en huitièmes de finale, on a quand même eu des matchs où peu sont les équipes qui ont revendiqué des victoires ou encore en dehors. Vous rappelez-vous la main lors du match entre le Mali et la Guinée, cette main flagrante sur les personnes qui n'est pas sifflée, voilà, autant de choses. Donc il y a un flop, il y a eu le problème d'arbitrage, il y a pour moi un flop aussi sur le plan sportif, le comportement ghanéen après le match contre le Gabon. Ça, c'est une image assez grave que moi j'ai vu dans cette compétition pour une équipe comme le Ghana, d'expérience, qui est une équipe phare d'Afrique et qui a montré malheureusement un mauvais exemple, qui n'a pas été faible après le match face au Ghana. Il y a même un carton rouge. Je pense que ça a un peu impacté mentalement cette équipe qui allait se faire éliminer par la suite par les Comores. Donc, en termes de top, sur le niveau de la compétition, pour moi, je pense que cette équipe appelée hier petite équipe, outsider, pour moi, ce qu'elles ont apporté, le répondant qu'elles ont apporté, a permis à ce qu'on ait un niveau important dans la Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, je pense que pour moi, jusqu'ici, jusqu'à mi parcours, c'est un top que j'ai vu. Et puis, il y a l'équipe gambienne qui m'a impressionné, pareil que l'équipe du Malawi. Pas parce que l'équipe de la Gambie est à ce niveau de la compétition, mais ce qu'elle a proposé dans son jeu, dans sa poule, sur le Malawi, pareillement, dans la poule de Bafoussam, dans la poule B. Et malheureusement, elle s'est fait éliminer par le Maroc, qui pour moi était un cran au-dessus. Alors, vu que vous avez commencé par les flops, je vais aller dans votre sens, messieurs. On a demandé à quelques personnes quel était, selon elles, le ranking des flops et des tops de cette compétition. Et pour commencer, d'abord, pour beaucoup, un des flops de la compétition était le lot de désinformation. Il aurait fallu avoir des fact-checkers pour certains sujets. Et au rang de cette désinformation, de ces sujets de désinformation, on remonte jusqu'à déjà l'ouverture de la cérémonie et des annonces des faits qui ne sont pas survenus. Il y a cette affaire au tout début de la compétition, le Cameroun face au Burkina Faso, les cas de Covid. Il y a eu une première accusation avant ceux des Comores. Il y a eu cette accusation justement sur le nombre de personnes affectées par la Covid-19. Et à ce moment-là, pour certains, la CAF aurait dû réitérer le fait que le pays organisateur n'a aucun pouvoir sur les cas Covid. Et voilà, après après l'épisode Burkina, il y a eu l'épisode des Comores qui se retrouve avec 12 cas Covid. Et encore, le Cameroun se retrouve accusé d'être la source des malheurs du Comore. Alors, au rang des désinformations, il y a le fait que le Cameroun est cité par de nombreux médias comme la seule équipe de toute la compétition qui n'a pas eu de cas Covid, alors que c'était totalement faux. Ici, seulement dans la poule E, au début de cette phase de groupe, il y avait la Côte d'Ivoire, l'Algérie qui n'ont jamais eu de cas Covid. À Garoua, c'était pareil avec l'Égypte et le Nigeria qui n'ont jamais eu de cas Covid. Donc, le Cameroun n'était pas la seule nation. Il y a également eu cet intox sur le fait que la pelouse avait reçu de la peinture et tout. On s'était rendu compte que c'était des anciennes images qui trottaient déjà sur la toile. Et une autre information par rapport aux Comores, après ce match difficile face au Cameroun, après avoir eu 12 joueurs et membres du staff, il faut le préciser, qui ont été affectés par la Covid-19. Cette affaire d'escorte des Comores, qui, dans une vidéo, faisait savoir qu'ils étaient en retard, ils étaient dans les bouchons et ils n'ont pas eu d'escorte. Et j'aimerais qu'on retrouve la vidéo, l'intervention d'Aladur sur un média étranger qui revient sur l'incident et qui dit finalement non, c'était pas le cas, on a eu l'escorte et ils sont arrivés à 18h33 minutes, soit 1 minute d'écart entre cette sélection et celle des Lions indomptables. Donc c'était
Il y avait eu un gros bruit là-dessus et pourtant ce n'était pas vrai et le joueur le confirme. Je ne sais pas si à la réalisation on peut mettre en image ce petit extrait vidéo de la sortie d'Aladur sur le média, un média français où il précise que voilà, c'était juste par panique qu'ils ont fait la vidéo dans le bus où les kinés se mettaient déjà à faire les bandages. Et malheureusement, on l'aura peut-être avant la fin de ce programme. Je pense que c'est lui qui a joué au but. Oui, à Aladur, tout à fait. Donc il a fait une vidéo après. Et pour terminer, notre ami Tom Stanfit, le coach gambien, qui a annoncé lors d'une conférence de presse que les joueurs de la Gambie étaient logés 6 par chambre. Une information qui a fait le tour des médias étrangers, scandalisés que l'on reçoive 6 joueurs dans une seule chambre. Et après, je vais pas dire enquête, après descendre sur le terrain des membres du COCAN, on se rend compte qu'il s'agissait d'un grand appartement qui abritait en fait 3 chambres pour les joueurs différents. Donc là, on rend des informations. Selon certains, il y a eu une sorte de bashing de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun sur Internet et on a vu des commentaires qui ont été très durs et même à l'endroit du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dénonçant de la tricherie dans l'organisation par rapport à ce match Cameroun-Comores. Voilà, c'est encore resté en travers des gorges. Et ce flop de la désinformation a mené à un autre flop, messieurs, que certains qualifient comme le gros flop de ce début, ou je vais dire quoi, de cette phase de la compétition, le gros clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors, Yvan Ango, Yves Chamadou, Mohamed, on est un peu sur les réseaux sociaux, on a vu d'où c'est parti. Des accusations dans ce lot d'accusations de tricherie concernant le Cameroun. Eh bien, les Ivoiriens se sont prêtés au jeu d'après les internautes alors qu'ils ne devraient pas. Simplement parce que, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille, disent-ils, et les Ivoiriens ne devaient pas aller jusque-là. Il y a eu des tweets un peu forts qui banalisaient, on va le dire entre guillemets, la mort des spectateurs d'Olembe. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et de nombreux Camerounais se sont retrouvés sur la toile et ont décidé de venir en soutien à l'équipe égyptienne. Résultat des courses lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Égypte, déjà comparé aux 35 000 téléspectateurs qui sont venus soutenir la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, on se retrouve avec 15 000 spectateurs dans les gradins au stade de Japoma. Et après, les joueurs ivoiriens sont hués du début à la fin de la rencontre. Yves Chamadou, vous étiez dans le stade, c'était quand même quelque chose de marquant que certaines personnes avec le recul trouvent aujourd'hui de flop qui ne devait pas arriver jusque-là en fait. Je pense que c'est, comment je vais dire, c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une place importante dans le cadre de notre vie. On ne peut plus s'en priver ou s'en séparer. Il faudrait juste qu'on mesure comment je vais dire, le positionnement de cet aspect de notre vie. Parce que vous voyez, la Côte d'Ivoire se fait éliminer comme ça, on peut dire à cause des réseaux sociaux. Une bataille des réseaux sociaux qui a créé, je vais dire, un effet boomerang contre l'équipe ivoirienne, qui s'est vue désavouée ou encore pas soutenue. Je préfère dire désavouée parce que hier, cette équipe était soutenue contre l'Algérie. Contre l'Algérie, ce même public de fans de Japon a globalement soutenu l'équipe ivoirienne. Et je crois que ça a vraiment poussé l'équipe ivoirienne à aller chercher la victoire. Mais au lendemain, à cause de ces batailles digitales sur les réseaux sociaux entre des blogueurs, à un moment donné, qui ne mesurent pas leur responsabilité, leur responsabilité sociétale, il y a eu le fait que cette équipe ivoirienne a été désavouée par le public camerounais et a soutenu la conséquence des causes parce qu'elle a été éliminée de cette compétition, logiquement par l'Égypte. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que vous allez remarquer, sur des 10 éléments cités par Catherine, vous allez voir, il y a au moins 8 qui partent des réseaux. 8 qui partent des réseaux. Que ce soit en information, il y a en tox, il y a en désinformation. Il n'y a pas des réseaux sociaux. Il faudrait qu'on canalise ça. Après, on ne peut pas mesurer. Parce que chacun reste chez lui, il a sa page ou il a son réseau social et il publie.
Après, s'il est quelqu'un qui a beaucoup de followers, ça embrase la masse populaire et ça va dans tous les sens. C'est ça la réalité. Il faudrait juste qu'on conscientise ou encore qu'on sensibilise ces personnes-là pour qu'elles mesurent vraiment l'impact que ça peut avoir dans la société, que ce soit même dans le sport ou dans d'autres choses. Yvan Ango, est-ce que vous avez estimé, comme certains, que c'est allé trop loin, cette affaire, ce clash, après les accusations de tricherie jusque dans le stade? Vous estimez, comme certains, que ça allait trop loin? Moi, bien sûr, j'ai toujours du mal avec ce concept un peu incontrôlable de supporterisme, j'appellerais ça comme ça, qui veut que les supporters soient rois de tout et puissent tout dire. Donc je pense qu'en amont de ce qui peut arriver, on pourrait non seulement déjà sensibiliser, comme il a dit, avec des messages, mais surtout faire comprendre aux gens que ça reste du football. Et le football, c'est un jeu. Et le jeu, une fois que c'est fini sur le terrain, les joueurs se saluent. Les supporters, très souvent, on n'arrive pas à faire ça. Quand c'est fini sur le terrain, il faut se saluer parce que c'est terminé. Donc, pour revenir sur le cas Cameroun-Côte d'Ivoire, on connaît pas l'animosité, mais la rivalité, on peut dire, entre les deux camps quand il s'agit de musique ou de football. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Mais il faut vraiment rester fair-play et savoir quelles sont les limites, parce que j'ai vu des images de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce qui s'est passé au stade et tout. Ça ne prône pas le football africain, c'est-à-dire une bonne image du football africain. Il faudrait qu'on reste solidaire, qu'on reste vraiment fair-play, même dans les déclarations. On pourrait faire une déclaration qu'on se dit déclaration blagueuse, mais vous vous rendez compte que d'autres personnes ne prendront pas ça comme ça. Donc il faut toujours rester mesuré et dans le juste milieu des choses. Les joueurs ont des responsabilités, les supporters en ont aussi. Et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui deviennent un pan assez important, non seulement du football, mais aussi de la communication même des joueurs, des staffs. Donc, chacun doit faire attention et chacun doit avoir sa part de responsabilité dans tout ça. Mohamed, un mot sur... Oui, je suis d'accord avec les deux précédents intervenants. Ça reste du football. Il faut qu'on reste dans le cadre du football et qu'on ne sorte pas de là. Et aussi, qu'on accentue la communication à un certain niveau. Les créateurs de la CAF avaient pour ambition de brasser les peuples. Le football, c'est l'un des meilleurs brasseurs de peuple aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, nous sommes de nationalités différentes. Et là, voilà, et au niveau de la presse, au niveau des supporters, au niveau des joueurs, des arbitres, ça reste avant tout une fête. Et c'est du football. Il ne faut pas qu'on sorte du cadre du football. Et malheureusement, n'importe qui derrière son ordinateur ou bien son téléphone arrive à poster certains messages. Il va falloir que là aussi l'Afrique évolue et qu'il y ait une autorité de régulation de ces réseaux sociaux pour que certains messages xénophobes ne passent pas et que avant tout le football reste une fête et qu'on reste dans le cadre du football. Alors justement, il faut que je le précise avant que nous ne quittions ce sujet. Après les faits nous sommes vendredi, après les faits de mercredi, c'est ça ? Après les faits de mercredi, justement, il y a eu différentes sorties de ces mêmes blogueurs pour appeler à un apaisement, parce que tout est parti des blogueurs, comme vous le disiez, de ces personnes influentes sur les réseaux sociaux, donc certaines stars de la musique qui sont pris aussi au jeu pour parler d'apaisement, parce que nous avons demandé aux joueurs ivoiriens s'ils avaient été déçus du comportement du public camerounais qui les avait portés quelques jours plus tôt, et la plupart nous répondaient non, parce que quand on arrive dans un stade, on est appelé à supporter qui on veut à la fin de la journée, et on se souvient bien avant, c'était bien les joueurs algériens qui avaient écopé de cette animosité, parce que tous les Camerounais étaient rangés du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qui a posé problème, c'est la fin de la rencontre où certains supporters qui sont déjà en train de repartir chez eux se voient moqués, poursuivis par certains autres supporters camerounais pour titiller un peu. C'était vraiment pas gentil et ces images n'étaient pas belles à voir du tout. Donc on le reprécise pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux ou qui ont quitté juste après ce vent, l'animosité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Tout le monde appelle à l'accalmie. Il est temps que les choses reviennent au niveau du jeu. Forcément, ça va pas disparaître parce que les posts sur les réseaux sociaux, ça reste sur Facebook, sur Twitter, mais voilà, c'est terminé. Maintenant, la paix est revenue. On peut effacer certains posts, hein.
on peut effacer, effectivement. Il faut les effacer s'il y a moyen, justement, il faut les effacer. C'est vrai qu'avec les screenshots, ils peuvent être ressortis à chaque moment parce que là, ça va même dans la vie privée de certaines personnalités camerounaises et ivoiriennes. Donc maintenant, c'est terminé. On reparle du jeu. Les effacer aussi dans le cœur. Ouais. Voilà. Donc, il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on revienne à la paix pour la beauté du football africain. Et on revient justement à la réalisation. On me signale, il y a cette vidéo d'Aladur qui a été le gardien pour un match de la sélection comorienne qui a fait finalement un magnifique match qui se retrouve acclamé par tout le continent. Et il revient pour préciser qu'en fait, il y avait eu une escorte au Cameroun et qu'ils n'avaient pas été si maltraités. Ils n'avaient pas été maltraités pour l'arrivée au stade. Je vous propose de regarder. Du coup, on a respecté ça. On pensait qu'on allait avoir une dérogation, mais malheureusement, ça l'a pas fait jusqu'à la dernière minute. Et pour la vidéo dans le bus, non, si on avait une escorte, mais il y avait un petit embouteillage et on pensait qu'on allait arriver en retard. Et juste les kinés, ils se sont avancés un peu, mais c'était juste des petits straps de rien du tout. C'est tranquille. On est dans la diplomatie, mais c'est bien, vous avez raison aussi. Non, c'était pas le bordel. Franchement, c'était pas le bordel. Donc il le reprécise. Moi je trouve quand même bizarre la réplique de la journaliste qui dit on est dans la diplomatie. Mais quelqu'un vous dit la vérité, vous dites on est dans la... Non, mais non, il est en train de vous dire il n'y avait rien. Je pense même qu'ils sont arrivés avant les Lions, je pense. Ils sont arrivés à 18h33 et les Lions à 18h34. Voilà, donc une minute, ils sont arrivés avant. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a pas de polémique possible. Et ça revient sur ce qu'on disait. Une vidéo comme celle-là crée un buzz énorme. Pourtant, les gars, ils s'amusaient. Là, ils en rigolent quasiment. Donc, parce que la réplique de la journaliste en dit long sur les interprétations que subit le Cameroun. Ça en dit long sur les interprétations. Effectivement. Parce que si aujourd'hui, elle entend que leader d'opinion a une position un peu braquée ou encore maladroite sur le Cameroun, vous voyez un peu comment ça peut embraser. Parce qu'on peut parler de diplomatie quand quelqu'un vous donne les faits. Ce sont des faits, en fait. Yves Chamadou, si vous me le permettez, et c'est justement la raison pour laquelle certains parlent d'un bashing de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on le sait, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors une mauvaise information fait plus rapidement le tour des réseaux sociaux, et les démentit pas du tout. Et c'est le cas avec la sortie de Tom Saintfiet de la Gambie, quand il l'a dit. Après, la fédération a sorti une autre version pour dire non, il disait pas ça, il disait que les joueurs partageaient des sanitaires et en temps de Covid, c'est pas normal. Et les médias n'ont pas vraiment relayé cette information. Il s'est excusé, ça n'a pas vraiment été relayé. Cette vidéo, cette sortie d'Aladur qu'on a vue, je crois que je l'ai vue sur le plateau de l'équipe quand même, qui est revenue sur les faits avec la vidéo d'arrivée des deux bus, mais il y a de nombreux médias qui ne sont pas revenus. Et autre chose, parlons par exemple du protocole Covid lors de la conférence de Patrice Motsepe au lendemain des faits d'Olembe. Un journaliste a posé la question sur cette polémique et il a précisé, du moins Véron Mosengo a précisé que les tests étaient gérés par la CAF. Bien sûr. Et c'est une information qui malheureusement a précisé que ça venait d'Unilab qui a travaillé pendant l'Euro. Et malheureusement, cette information, elle n'a pas été relayée. Les faits, ils restent. Et c'est justement ce qui est compliqué avec des fake news, entre guillemets, ou des informations qui ne sont pas trop vérifiées. Et voilà, ça entache un peu notre canne. Et j'aimerais qu'on termine cette émission, messieurs, puisque là, le temps nous prend à la gorge avec cette image d'hommage de Canal International aux victimes d'Olembe. Ils sont allés pour supporter les Lions indomptables, mais malheureusement, il y a eu cet incident, cet accident, je vais le dire ainsi, qui a coûté la vie à pas moins de 8 personnes. Alors, le ministre des Sports a fait une sortie il y a quelques heures, à 20h précisément, pour revenir sur certains faits, établir les responsabilités. Et on parlait quand même de guérites qui n'étaient pas fermées et autres, revenir sur les spécificités et surtout préciser la suite de la sécurité qui sera mise en place, que ce soit au stade de Japoma. On a vu déjà, il y avait des restrictions au stade de Japoma lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Égypte.
Et je pense que pour le reste de la compétition, pour que plus jamais des cas comme ceux d'Olembe ne surviennent, il y aura plus de sécurité. Un dernier mot justement sur les cas d'Olembe. Je pense que c'est quelque chose de regrettable. On ne veut pas voir ça sur les stades. Si les gens viennent, c'est pour avoir du spectacle, prendre du plaisir, voir leurs équipes, surtout dans cette canne-là qu'on a toujours mis sous l'auspice d'une fête. Une fête africaine. Et les fêtes africaines, c'est convivial, c'est chaleureux. On est vraiment navrés. Tous étaient surpris par cet incident-là, cet accident-là. Donc aujourd'hui, on veut que, je parlais de responsabilité tout à l'heure, que les responsabilités soient vraiment partagées, que chacun sache qu'en allant au stade, voilà, il doit être responsable de celui qui est à côté et se dire que, voilà, en un clic, en un rien, ça peut déclencher une bousculade et ça peut engendrer des pertes en vie humaine. Il n'y a rien de plus triste que d'aller au stade en joie et de rentrer avec ce type de drame-là, quoi. Plus jamais ça, on ne veut plus voir ça, surtout en Afrique où on a déjà assez de problèmes. Donc perdre la vie dans un stade de football, c'est vraiment la pire des choses. Yves Tchamadeu, Mohamed, en 30 secondes, quelque chose à dire sur ce drame? En fait, moi, c'est quand même avec beaucoup de peine de parler de ça. Quand vous êtes un fan de foot, vous êtes un amoureux de foot, vous imaginez que vous déversez votre passion, les gens peuvent perdre leur vie, c'est compliqué quand même. C'est compliqué et tout ce que moi je peux dire honnêtement, c'est qu'enfin on est le résultat des enquêtes, les responsabilités soient dégagées et les sanctions soient prises là-dessus. Merci messieurs. Je vais terminer rapidement avec les tops de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera juste en 30 secondes. Alors le top, ce sera avec les stades qui ont été remplis à un moment donné, à la fin, avec la détermination de tout un chacun, vu qu'on sait les difficultés qu'avaient les spectateurs à se rendre dans les stades. Il y a eu ces mains levées, comme on les appelle couramment. Il y a eu des billets achetés et partagés après au public par des personnalités. Et ce fut le cas de monsieur Emmanuel Chatué, le PDG de Canal 2 International. Moi, ça rentre dans mes tops parce que c'est vraiment un signe de la solidarité africaine. Et après, on a ces stades qui ont donné une magnifique ambiance, que ce soit à Garoua, qui depuis le début était au top, à Limbé. Et ensuite, le top pour moi, ce sera bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, le football africain qui a atteint un certain niveau avec de belles surprises comme la Gambie que le Cameroun affronte demain. Et mon dernier top, ce sera vous, messieurs, Yvan Ango, qu'on a eu le plaisir d'écouter à la télévision avec des commentaires magnifiques. Mohamed qui nous revient après un Chan et une autre expertise qui nous vient du Mali. On a l'impression de retrouver des frères. Yves Tchamadeu, avec qui je partage depuis toutes mes journées de cette Coupe d'Afrique des Nations au stade, partout. Vraiment, vous, messieurs, vous êtes mon top de ce soir avec cette belle émission de Coupe sur la 2. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour les studios de Canal 2 International. Alors demain, on se retrouvera au stade de Japoma pour cette rencontre entre la Gambie et le Cameroun. Et d'ici là, pensez Cannes. Bonsoir à tous. Attention, c'est Coutet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la sortie de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. Entre Sport, supporter numéro 1 du football.
les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First.